Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous commentons l'actualité, nous tenterons de nous mettre d'accord, contrairement à François Bayrou qui a du mal, lui, à trouver un accord avec les différentes personnalités qu'il contacte pour devenir ministre. Pour commenter l'actualité, Fanta Berete, ancienne députée Renaissance, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Frédéric Fougera, vous êtes spécialiste en communication, président de Tenkan Paris, et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama, et Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre. On va revenir sur la condamnation de Dominique Pellicot, sur ce gouvernement Bayrou promis avant Noël. Bon, Noël, c'est mardi soir, hein, voilà. Emmanuel Macron, le président de la République à Mayotte. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On parlait de la compassion opportuniste des politiques. Est-ce que vous voulez réagir sur ce que disait Frédéric Fougera? Peut-être dire, pas dans la continuité, mais que on remarque quand même que les hommes politiques communiquent trop et ne travaillent plus assez. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de communicants aujourd'hui, de bons communicants, on a ici à table, qui conseillent à leurs clients de moins en faire, mais de mieux en faire. Moi, d'ailleurs, qui est-ce que ça intéresse, le soutien de tel ou tel homme politique à telle ou telle cause? C'est ça, c'est la question que je posais. Est-ce que les gens y croient encore? Les femmes et les hommes politiques doivent comprendre qu'ils ne sont que des citoyens parmi les autres, qui ont un mandat de représentation, mais qui ne leur donnent pas une importance plus... que Kylian Mbappé ou que des personnalités très publiques qui touchent le public par l'émotion, par leur art, s'engagent dans des causes, ça on l'a connu, et ça peut effectivement bénéficier à la cause, ça peut aussi bénéficier à la personnalité. Les hommes politiques n'apportent jamais un soupçon de plus aux causes qu'ils défendent. Non. Mehdi, bon. Non, c'est difficile d'apporter autre chose à ce qui a été dit. Après, c'est vrai que effectivement, je peux me faire l'avocat du diable. Lorsque vous dites qu'il y a beaucoup de communicants, c'est vrai que maintenant le politique est devenu un communicant et même des fois un mauvais communicant, je trouve. Où c'est plus la posture qui va, en fait, lorsqu'un politique s'adresse à vous, il va il va faire passer son message, il va s'adresser à ses électeurs, il va viser un public cible et c'est tout. Et je trouve que l'une des défiances qu'il y a aujourd'hui dans la politique, et moi c'est quelque chose que j'entends très régulièrement, que ce soit dans des échanges formels ou informels, c'est vrai que la défiance vient souvent de la manière dont le politique va communiquer. On sent qu'il n'y a pas véritablement d'authenticité, qu'il y a un manque de sincérité, il y a un détachement même par rapport à la réalité. Et ce sujet, finalement, je trouve que c'est un vrai sujet de fond. Et beaucoup trop, comme le disait Nicolas. Bien sûr. On en reparlera à l'occasion de la visite du président à Mayotte. Certains y voient... Gros sujet. On continue, Nicolas, c'est un coup de cœur. On va partir effectivement à Mayotte. C'est un coup de cœur pour les avocats de Mayotte. D'abord parce que... Alors, qui sont les avocats de Mayotte? Mayotte est un tout petit barreau, il y a 40 avocats à Mayotte. C'est un barreau jeune, puisque le département est jeune aussi, et c'est un barreau qui est en construction depuis des années, qui, peu ou prou, essaye de faire face aux demandes de droits qui sont très prégnants sur cette île. Je prends un seul exemple, la moitié des OQTF, on parle souvent des OQTF, la moitié des OQTF prononcés en France le sont dans le tribunal de Mayotte. Donc vous imaginez qu'il faut des avocats pour accompagner les personnes qui ont besoin d'être défendues, d'être assistées, d'être conseillées. Ils sont 40. Ils ont très peu de moyens. Ils sont pas aidés du tout par ni la chancellerie ni l'État. Ils essayent de développer leur activité. Ils essayent de venir en aide à ceux qui ont besoin de droits. Et je dis ça parce que d'abord je pense à eux, parce que je suis allé les voir sur place dans d'autres fonctions et que j'ai été assez ému de leur dévouement. Et puis je pense à eux aussi parce que on a raison aujourd'hui de focaliser sur l'accès aux soins, sur l'accès à l'eau, sur l'accès à l'alimentation, sur l'accès tout simplement au logement par rapport à la tragédie qui parcourt cette île. Mais va vite venir un besoin d'accès aux droits, parce que tous ces gens qui ont tout perdu, ils vont être besoin d'être accompagnés, ne serait-ce que par rapport à leur assurance, pour ceux qui n'ont pas de papier ou qui sont en situation irrégulière, pour ne serait-ce qu'avoir de quoi survivre. Et donc il va y avoir un besoin de droits sur cette île. Et moi, voilà, c'est un coup de cœur pour ces avocats qui vont devoir être sur le front pour venir en aide à nos concitoyens.
et qui vont peut-être se sentir très seuls et trop peu nombreux pour faire face à cette demande de droit. Il ne faut pas oublier que malgré les catastrophes, nous sommes un État de droit et que le droit continue à s'exercer partout sur le territoire, y compris lorsqu'il est dévasté comme à Mayotte. Sauf qu'à Mayotte, le droit ne s'exerçait pas et que l'île était en proie aux gangs. Il y a une précarité quand dans on cette parle île qui préexistait. Et que vous savez que les enfants étaient obligés d'être accompagnés par escortés par des gendarmes pour pas être assassinés. Et il y a des magistrats à Mayotte qui étaient menacés, il y a des avocats à Mayotte qui étaient menacés. Mais notre démocratie, c'est de faire vivre coûte que coûte le droit partout sur le territoire. Alors, Fanta, on va parler de Mayotte évidemment. Oui, je connaissais, je savais pas qu'ils étaient 40. C'est vrai qu'il nous manque souvent des professionnels dans certains de nos départements, mais là, encore une fois, Mayotte se détache et dans le mauvais sens. Donc, effectivement, il va y avoir énormément de besoins. J'espère que la solidarité sera faite aussi avec la métropole, parce que je pense que la tâche va être immense, ne serait-ce que pour les dossiers d'assurance si les gens étaient assurés, parce que je crains que la plupart ne l'étaient pas. Voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai que peu étaient assurés et que la question va être de comment on fait pour reconstruire et reconstruire bien. Donc merci d'avoir de les avoir mis en avant. Alors c'est votre coup de gueule qui rejoint un petit peu ça. Oui, alors moi j'ai un coup de gueule. Souvent j'ai des coups de cœur ici, mais j'ai un coup de gueule parce que je suis à la recherche des millionnaires. Comme tout le monde, j'ai été époustouflée en fait par les travaux de rénovation, de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Et sa chance là-dessus, c'est que les millionnaires ont été au chevet. Et je regardais les titres des journaux 48 heures après le drame. Et à l'époque, on écrivait que le feu n'était pas encore éteint, que déjà François Pinault et Bernard Arnault se lançaient dans la course à la philanthropie des millionnaires. 100 millions pour Pinault, 200 millions pour Arnault, 200 millions pour Meyer Bettencourt, 100 millions pour Total Energy, et ensuite des petits joueurs à 10 millions, 50 millions. Bref, plus d'argent que nécessaire, nous le savons maintenant, pour cette reconstruction, pour Mayotte, qui se mourait déjà, vous l'avez rappelé, et qui est complètement actuellement défigurée. Effectivement, on a ce deuil national lundi 23, j'en profite pour le rappeler, parce que je pense qu'il faudra y penser, l'aide d'urgence qui s'organise, et la Fondation de France qui annonçait hier 14 millions, et on l'a entendu dans votre page info, c'est un bon démarrage. Mais finalement, ces 14 millions, c'est 1,6% des dons de Notre-Dame, 1,6%. Donc je crois que nous pouvons tous faire mieux. Je fais partie de cette Macronie qui a protégé l'impôt des grandes entreprises et également quelque part ces millionnaires. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur milliardaires, et j'ai envie de leur dire, où êtes-vous? J'ai envie de voir vos noms. Ils sont pas là pour ça, pardon. Ils sont pas là pour ça, mais ils peuvent être là. Ils peuvent être là pour ça, parce que dans ce cas-là, on fait un gouvernement d'entrepreneurs. Je ne sais pas. Moi, je dis simplement que quand on a pu être au chevet de Notre-Dame de la manière dont ça a été fait, comme le disait le président Macron d'ailleurs dans une de ses interventions à Mayotte, il serait dommage qu'on ne puisse pas avoir les fonds pour pouvoir avancer. Et simplement pour terminer là-dessus, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cathédrale de Mayotte ? Non. Tout à chacun. C'est normal, parce qu'à Mayotte, en fait, c'est le seul territoire français habité dont la cathédrale n'est pas située en France. Elle est située aux Comores. Donc j'ai envie de lancer quelque part un hashtag, une cathédrale pour Mayotte, parce que peut-être que là, que certains qui ont plus les moyens et qui ont des moyens qui ont été préservés pourront se mobiliser pour cette cause. En sachant que c'est une population majoritairement musulmane à Mayotte. Tout à fait, mais il y a des églises. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le rôle de. Pardon, c'est pas le rôle des milliardaires de venir en aide. Mais je crois que les milliardaires peuvent venir en aide quand on a des besoins particuliers. Ça reste un département. Mais alors ils pourraient aussi aider les hôpitaux. Ils pourraient aussi. Ils font des dons à des hôpitaux. Vous avez toute
tout un tas d'hôpitaux qui reçoivent des dons de ces grandes maisons. Et pour Mayotte, moi, j'ai regardé, j'ai checké. Pour l'instant, pas de grande mobilisation. Et il faudrait aussi que les entreprises françaises puissent se mobiliser pour reconstruire les routes, pour reconstruire les canalisations, etc. Elles seront là et elles sont là parce qu'il y a des marchés. Mais peut-être que, sans incriminer nécessairement les millionnaires et les milliardaires, moi je rejoins ce que vous dites, Fanta, parce que ce qui me choque, mais c'est l'application d'une loi du journalisme, la loi du mort au kilomètre, c'est-à-dire que finalement, notre émotion est beaucoup moins grande au fur et à mesure que les choses se passent loin. Imaginons la catastrophe naturelle de Mayotte dans l'Hexagone. Moi, je pense que toutes les chaînes radio et télé auraient arrêté leur programme, auraient passé une chaîne nationale, on n'en serait pas à 14 millions, mais à 140 millions. Non, Nicolas, arrêtez. Non, c'est beaucoup moins le cas. C'est la une de tous les journaux. Il y a eu une émission spéciale sur France 2. Que le sujet soit traité, c'est vrai. Il y a des envoyés spéciaux. Ce que je veux dire, que je ne le vois pas dans la population française, pardonnez-moi, le même élan de solidarité s'exprimer que si la catastrophe s'était déroulée dans le territoire hexagonal. Il faut le reconnaître. Nous sommes indifférents, mais c'est pas nouveau, hein. Nous sommes indifférents à ce qui se passe dans nos outre-mer et particulièrement à ce qui se passait, à ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Et il faut le reconnaître, aujourd'hui, il n'y a pas un élan de solidarité. Je pense qu'il y a moins d'élan de solidarité effectivement pour Mayotte que pour Notre-Dame. Et quand vous êtes catholique, vous savez que les pierres sont vivantes. Moi, et qu'une église, c'est pas fait de pierre. Je comprends ce qui est dit. À la fois votre avis et le vôtre, je le comprends parfaitement. Parce que au fond, il y a aussi un appel à l'émotion. Ces gens sont dans la détresse, il faut les aider. Donc les personnes les plus fortunées peuvent faire quelque chose. Mais on retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure. Sur le fait que si par exemple demain Bernard Arnault donne 100 millions d'euros à Mayotte, je suis sûr et certain que certains vont lui faire le procès, lui dire regardez, il donne de l'argent parce que pourquoi pas 200 et pourquoi pas 300. Ce qui avait été fait pour la cathédrale, et d'ailleurs il avait avancé qu'il n'allait pas faire défiscaliser les sommes à cette époque-là, et donc ils peuvent encore le faire, ils ont de la marge pour le faire. Je comprends, mais je trouve que pour ce type de personnalité, pour en connaître quelques-unes, en avoir côtoyé, ce qui va les intéresser, c'est surtout de rester anonyme pour ce type de sujet. Comme c'est de l'humanitaire, je pense que par exemple pour la cathédrale, il y a quelque chose, je reste ad vitam aeternam, mon nom est dans la cathédrale, il y a un côté un peu empire romain, j'inscris mon nom. Alors que pour une catastrophe humanitaire, je pense qu'il serait capable de faire un don, mais il y avait eu à l'époque du Covid, LVMH avait acheté un nombre de respirateurs considérable sans en faire publicité. Donc il y a des moments où ces gens interviennent sans forcément le clamer haut et fort. Je suis parfaitement d'accord. Donc oui, chacun doit et en tout cas peut et devrait aider en fonction de ses possibilités et de ses moyens. Donc plus on a d'argent, plus on est apte a priori à aider. Mais on devrait aussi être libre de le faire, parce que j'ai vu que certains, je crois chez LFI, voudraient que les milliardaires soient taxés pour reconstruire Mayotte. Je trouve ça complètement démago et absurde. Maintenant, effectivement, on peut le faire sans être obligé d'en faire la publicité. C'est même plutôt honorable de ne pas en faire la publicité, puisqu'on parle de religion et de cathédrale. Je voudrais vous rappeler que dans l'islam, la valeur de votre don est perdue. Enfin, on perd la valeur d'un don si on en fait la publicité. C'est-à-dire que la valeur du don n'existe que s'il est anonyme et donc quelque part désintéressé. Et ça en revient tout à l'heure à l'opportunisme hypocrite que j'évoquais sur un autre sujet. Donc oui, on peut soutenir, mais on n'est pas obligé d'en faire la publicité. Allez, on va marquer une pause, mais juste avant, on a notre gagnante. Bonjour Florence. Oui, bonjour Valérie. Bonjour à vous. Alors, vous avez déjà préparé le sapin, les cadeaux ? Oui, ça y est, tout est prêt. Tout est prêt ? Vous avez des enfants ? Le Père Noël. Oui, des grands-enfants, des petits-enfants aussi. Ah. Formidable. Voilà. Donc tout est prêt, on attend le Père Noël. Nous, le Père Noël est déjà passé à Sud Radio et nous allons découvrir votre cadeau. Alors, c'est un coffret de la marque Maricor contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 €. Vous allez trouver une crème nouvelle jeunesse, bien que si j'entends votre voix, vous n'en avez pas besoin. Un doux gommage éclat, un masque nouvelle jeunesse. Bravo à vous. Vous allez le garder ou l'offrir ? Non, je crois que je vais le garder pour moi. Eh ben, vous avez bien raison. Écoutez, passez de très bonnes fêtes, Florence. Merci, vous également. Merci. Et à toute l'équipe de Sud Radio. Merci, Florence, de votre fidélité à Sud Radio. On se retrouve, nous, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, de retour avec vous, nous allons commenter la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. Il devait passer uniquement la journée, il y est resté dormir, comme il l'a confirmé. Et on a pu ce matin découvrir plusieurs scènes, dont l'une qui a beaucoup fait réagir. Il est pris à partie par une population qui est en colère, hein, qui réclame de l'aide. Écoutez. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors, il faut que tout le monde se respecte. Mehdi Reich, vous trouvez cette phrase particulièrement déplacée? Oui, le déplacé, parce qu'on parle de personnes qui ont tout perdu, des proches qui n'ont rien. Oui, qui n'ont véritablement plus rien. Qui n'avaient rien déjà. Qui n'avaient pas grand-chose. Et ils se retrouvent à leur dire, si vous n'étiez pas français, vous seriez encore plus dans la merde. Moi, quelqu'un me dit ça alors que j'ai tout perdu, mais j'ai envie de l'emplafonner, hein, je le dis tout de suite. Hein. C'est déplacé, enfin, faut pas dire ça. Et puis, je sais pas, alors je trouve que la séquence à Mayotte, elle est catastrophique en termes de com. Je laisserai le grand communicant qui est ici. Il voulait pas parler de communication de crise, mais là, ça va être le cas. Mais non, même le ton qui est employé, on a l'impression qu'il les engueule. Oui, il les engueule. Et comme si qu'il y avait un manque de reconnaissance envers ce que lui fait. Mais c'est une inversion, en fait. Écoutez le deuxième extrait, puis après on pourra commenter quand il se fait alpaguer et haranguer par la foule. Écoutez. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Ouais, voilà, je suis pour rien pour le cyclone. C'est moi. C'est très intéressant. Je pense que ça restera un cas pratique dans les écoles de journalisme, de communication, de sciences politiques. Il y a plein de choses à dire. D'abord, et donc je vais être très court, d'abord, à quoi ça sert qu'un président de la République se déplace sur une catastrophe naturelle? On aurait dit, mais il s'est pas déplacé. Je vais apporter la réponse. Vous-même, les Outre-mer, on s'en fout, il serait allé dans la Creuse. Je vais apporter la réponse. La seule utilité de ce déplacement, c'est symbolique. Mais le symbole, c'est très important. Bien sûr. C'est le président de la République, il a une mission quand il se rend sur ce genre de catastrophe naturelle, c'est d'apporter le soutien et la solidarité de la nation qu'il représente auprès de ceux qui ont tout perdu. C'est pas de rentrer en débat avec la population, c'est pas de vendre malgré tout et contre tout sa position, et c'est certainement pas, comme il l'a fait aussi sur le port de Beyrouth, souvenez-vous, à l'époque, et c'est certainement pas de donner des leçons ou d'engueuler, entre guillemets, les personnes qu'il a entre lui. Il est là pour apporter et pour représenter le soutien de la nation. Et c'est très intéressant quand il dit « je ne suis pas responsable du cyclone ». Parce que en quoi est-ce qu'il représente la nation? Et c'est finalement la tradition du corps sacré du roi. Souvenez-vous, hein, le roi de France, il venait bénir les écrouelles. Et souvenez-vous de Emmanuel Macron qui faisait dire par ses conseillers qu'il était un président thaumaturge. C'est-à-dire, son corps lui-même représente la nation et peut guérir la nation. Et bien dans ces cas-là, on se met à la hauteur de ce roi ou de ce président thaumaturge. Et on rentre pas dans l'arène, et on garde un peu de distance avec le sujet, et surtout, on essaye peut-être de réitérer ce qu'avait très bien fait, malgré tout, et malgré les circonstances, le roi d'Espagne à Valence. Oui. C'est-à-dire d'apporter de l'empathie, de la compassion, pas des leçons, et certainement pas, pardonnez-moi l'expression, des engueulades. Oui. Je voudrais compléter ce que dit Nicolas sur l'objectif de ce type de déplacement. Et c'est effectivement manifester de la solidarité, montrer son intérêt réel et donc afficher de l'empathie. C'est aussi prendre conscience directement, personnellement, d'une situation. On dit souvent que nos élus sont déconnectés, mais entre nous qui commentons depuis un studio de radio et être sur place et vivre cette réalité, voir cette réalité, j'ai envie de dire sentir cette réalité,
tout est tellement plus difficile et plus pénible en réel. C'est ça, pour moi, les deux objectifs d'un déplacement politique, d'un responsable politique dans ce genre de catastrophe. Mais se rendre sur le terrain, c'est aussi accepter que tout va médiatiquement être réduit à un incident, à une maladresse, à une parole malheureuse. Et là, manque de bol, comme le disait Nicolas, on est vraiment dans un cas d'école qu'on va certainement pouvoir retrouver ensuite dans l'enseignement, parce que tout est loupé dans sa communication de crise. La gestion de communication de crise, c'est gérer des émotions. C'est d'abord gérer ses propres émotions, et puis ensuite gérer celles des autres, gérer celles de toutes les parties prenantes. Et en communication de crise, il y a une phrase qui souvent marque quand j'enseigne ou quand j'interviens, c'est que je dis toujours qu'il vaut mieux paraître quand il y a des victimes, exactement dans ce genre de cas, qu'il vaut mieux paraître coupable que salaud. Et quand on dit je ne suis pas responsable, en fait on se trompe de temps. Le premier temps de communication politique, c'est celui de l'empathie. C'est pas le jeu. Celui des responsabilités, et c'est pas le jeu. Et celui des responsabilités, il arrive dans un second temps. Alors dans ce second temps, il faut plus être dans l'empathie et pleurnicher. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités et assumer sa fonction. Mais le premier temps, c'est celui de l'empathie. Donc on peut pas être en train de s'excuser, on peut pas être en train de se justifier, on peut certainement pas être en train d'engueuler les gens, on ne peut être que dans l'empathie. Et là, c'est là où il y a une énorme erreur de communication. On va marquer une pause et je vous donne la parole. Fanta, vous nous donnerez votre point de vue. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, nous consacrons une grande partie de cette émission au déplacement d'Emmanuel Macron, du président de la République, à Mayotte. Fanta, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette séquence ? Comme vous le dites, Valérie, il s'agit d'une séquence, en fait. Donc, elle ne reflète pas la journée du président. Vous l'avez annoncé vous-même, je ne le savais pas, il y a passé la nuit. Donc, il prend le temps aussi de prendre la température et de lancer tous les dossiers qu'il va falloir traiter dans une extrême urgence. Cette phrase, effectivement, je peux pas vous dire qu'elle n'est pas malheureuse. Maintenant, je pense que sur place, la pression est intense. Et quand il répond... ce n'est pas une histoire de couleur. Moi, je pense que j'aurais été intéressée de savoir tout ce qui a été dit avant. Malheureusement, on est en crise. Il le dit, ça sort très rapidement. Mais effectivement, je pense qu'on lui a mis une pression importante. Alors, vous me direz, c'est le président, il doit savoir se contenir, etc. Mais je pense qu'il était important qu'il se déplace. Il était important qu'il y reste une journée de plus et qu'il puisse, comme il l'a fait, annoncer cette loi spéciale qui va nous ramener du coup en France et dans l'hémicycle, dans l'Hexagone, en métropole, j'allais dire, pour pouvoir donner les moyens financiers de commencer l'aide d'urgence. Oui, mais c'est une séquence, effectivement, on en parlait, on le commentait hors antenne, que vous disiez, Nicolas, personne ne pouvait, c'était très compliqué cette déambulation. Il y a une forme de démesure chez le président, cette idée de penser qu'il, lui, serait à la hauteur de cette confrontation, alors qu'il y a une émotion extrêmement vive, à fleur de peau dans cette île, et qu'il pouvait déambuler comme il l'a fait dans d'autres cadres, avec les gilets jaunes, et qu'il pouvait se remettre à cet exercice et être à la hauteur. Personne n'aurait été à la hauteur de cet exercice. Non. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est moins ce qu'il a dit, parce que je comprends la pression, l'émotion, la tension. Mais comment le président de la République a-t-il accepté ou même voulu de se mettre dans cette situation de tension et de pression? Parce que c'était prévisible. Mais bien entendu, personne n'est à la hauteur de cette confrontation. Vous êtes face à des gens qui ont tout perdu, qui vivent dans le dénuement le plus total. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'eau à Mayotte depuis des mois et des mois, que le choléra est arrivé il y a quelques semaines, que l'île est en proie aux gangs. C'est une situation absolument catastrophique. Donc on est sur une situation qui est déjà épouvantable à la base. J'ai entendu hier soir dans un reportage, dans un des JT, une femme qui s'exprimait, qui témoignait et qui disait « Je ne veux pas pleurer ». Parce qu'on a tout perdu, mais on est vivant. Ouais. Mais qui, confortablement en train de nous écouter, peut se imaginer cette situation et cette force d'être capable de dire je ne veux pas pleurer parce que je suis encore vivante, mais j'ai tout perdu. Donc plus de maison, plus de papier, plus rien du tout, plus de vie. C'est très très dur. Donc face à ça, mais personne ne peut tenir un discours. On peut pas tenir un discours. On peut juste être empathique, constater et puis réfléchir pour la suite, mais on peut pas tenir un discours. C'est pour ça que le symbole, le fait qu'il y aille.
Je sais pas si je l'aurais fait maintenant. En fait, plus j'y réfléchis, je sais pas si je l'aurais fait maintenant. Déjà, s'il y va pas, on va lui reprocher. S'il y va, on lui reproche. De toute façon, il n'y a pas de bon timing. Je sais, c'est un énième. Il n'y aura pas de bon timing. Parce qu'il y a aussi une dimension qu'on prend peu finalement en compte, c'est que pour l'organisation des secours sur place, c'est très compliqué de voir un président venir lors des premiers jours. Ça complique absolument Bien sûr, tout. c'est vrai. Et c'est pour cette raison que peut-être j'aurais peut-être attendu un tout petit peu, j'y serais peut-être venu le dimanche ou le lundi, je sais pas, suivant le calendrier, mais je l'aurais peut-être pas fait maintenant. Et moi, ce que je remarque dans la séquence, c'est que moi, je le trouve à fleur de peau, épuisé. Oui. Je trouve que c'est un peu au bout du rouleau. Je pense que les vacances arrivent au bon moment pour lui. Je sais pas s'il va avoir beaucoup de vacances, mais ouais, je sais pas, je trouve ça inquiétant parce qu'il y a aussi une autre séquence où on le voit discuter avec un jeune homme, il se tutoie. Alors encore, c'est un échange à bâton rompu, je trouve ça intéressant. Et puis il y a une autre séquence où on voit Estelle Youssoufa justement qui lui parle. Et c'est un peu tendu, on sent qu'il y a un peu de tension parce qu'elle dit mais il y a des charniers, on sent l'odeur qui monte qui monte dans les charniers. Et en fait, on a l'impression qu'il est dépassé. Et là, c'est bon, pour ça qu'on veut pas communiquer des chiffres. On ne sait pas combien de centaines ou de milliers de morts il y aura. Donc, je trouve qu'en fait, il avait tout à perdre à y aller maintenant, plutôt que d'attendre et de laisser finalement les secours faire ce qu'ils doivent faire tout de suite et y aller un petit peu après. Non, moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il y aille. Je pense que c'est important qu'il y soit allé. La catastrophe est tellement déflagrante que moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il y aille, c'est qu'il parle. Ce président est trop bavard en général. Et là, dans ce cas particulier, dans une île qui est en deuil, il a lui-même décrété un deuil national. Je pense que le président de la République aurait pu économiser la parole, jouer sur le silence, sur le respect dû aux morts, et plutôt travailler avec les équipes, avec les sauveteurs, leur apporter le soutien, plutôt que d'une certaine manière mettre en scène. Je ne sais pas s'il a voulu ces séquences-là. Il aime ça, mais il y a des moments où il faut arrêter de faire ce qu'on aime, ou comme on aime. Il faut aussi s'adapter à l'émotion, s'adapter à l'instant. Voilà. Ouais, mais c'est ce qu'il aime, aller au contact des gens, leur parler. Il est profondément comme ça. Et 2016-2017, on a ce candidat qui sort de l'ombre et qui est complètement en termes de communication sur ce terrain-là. Et ces déambulations et toutes ces prises de parole pendant le grand débat, il est au milieu de la foule. Alors effectivement, par contre, il y a des équipes de communicants à l'Élysée et qui accompagnent dans le cadre de ce type de déplacement. Et je me posais la question par rapport aux agriculteurs, va-t-il déambuler dans quelques semaines au salon de l'agriculture? Comme la dernière fois, moi, je pense que ça devrait être non. Et je me demande ce que les communicants vont proposer. Maintenant, s'il n'y allait pas là maintenant, on avait déjà eu 2 jours de pourquoi le PM ne part pas. Je pense que le Premier ministre ne part pas. On se serait enlisé. Donc il y est. Moi, j'attends de voir aussi d'autres images, parce qu'il existe d'autres images de ce déplacement, des moments aussi où il est complètement dans une posture empathique. Et je pense que effectivement, ça fait moins vendre aussi ça fait moins vendre. C'est pas les journalistes qui font les bourdes, c'est pas les journalistes qui ont dit vous allez être 10 000 fois dans la merde. Non, mais je n'accuse pas les journalistes, Valérie. Je dis simplement que par exemple, il y a cette photo, moi, qui m'a énormément touchée, avec cette petite fille qu'il a dans les bras. C'est dans le Parisien de ce matin, avec les propos qui ont été reportés. C'est une belle image et cette petite fille s'en souviendra et ça marque les esprits. Et la foule était calme autour, donc effectivement. Je suis complètement d'accord. Il y a un malaise. Maintenant, il y est et il faut qu'il lance les grands travaux parce qu'on a besoin de cette loi et on a besoin que les choses soient prises en compte. Mais vous pas échappé qu'on manque un peu d'argent aussi, que les caisses de l'État l'argent sont des vides. millionnaires, Valérie. Milliardaires. Mais déjà des millionnaires. Faut que vous passiez à LFI. Il faut rétablir l'impôt sur la fortune, ma chère Fanta. Mais je note que vous êtes favorable au rétablissement de l'impôt sur la fortune. Voilà. Alors attendez, un auditeur me dit mais une mairesse demande de l'eau à Macron, il répond ça va être livré. À suivre. François Bayrou promet son gouvernement avant Noël. Donc il nous avait parlé d'un Himalaya hier soir sur France 2. Il nous a dit qu'on était au bord de la falaise. Tout ça, toutes ces métaphores alpinistes. François Bayrou. Oui, François Bayrou. C'est d'ailleurs comparé lui-même à une montagne, ce qui n'est pas, très modeste. Non, je crois
crois que ce n'est pas un de ses traits de caractère. Un gouvernement avant Noël, il remet les retraites sur la table, sans convaincre pour autant la gauche, que là aussi une séquence je sais pas. un peu hallucinante. On naviguait vu. Enfin, on en parlait avec Frédéric juste avant l'émission. Ce soir, on va rentrer en vacances parlementaires. Le 14 janvier, ça sera la rentrée. Il va quasiment rien se passer au niveau du Parlement pendant 3 semaines. Je vois pas en fait ce qu'on va faire pendant 3 semaines. Bah non. Et la séquence qui vient de se passer avec François Bayrou, où je vois, il y a Bruno Retailleau qui parle, et puis d'un coup, il y a François Bayrou qui dit « Non, mais je préfère laisser Bruno Retailleau parler », puis ensuite, il est au conseil municipal de la ville de Pau, puis même au conseil municipal, on lui fait le reproche « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Toute la séquence, déjà qu'il n'était pas très apprécié des LR, mais là, j'ai l'impression qu'il s'est quand même mis pas mal de LR à dos. Je vois pas je vois pas comment ça peut se passer bien. En fait, tout de suite. Je sais pas. Les négociations, je vois pas. Nicolas. Bon, écoutez, cette séquence depuis juillet, elle est lamentable, déplorable, et elle donne une image du monde politique en général. On va incriminer le premier responsable, qui est quand même le président de la République, qui a fait cette dissolution que personne, y compris dans son propre camp, n'a comprise. Un point quand même, il y a quand même des acteurs publics, des citoyens, des acteurs privés qui attendent des décisions. On n'est pas, on vit pas hors sol. Normalement, vous savez, au 31 décembre, au journal officiel, il y a plein de décrets qui paraissent, qui sont très importants, où on va indexer, on va relever les prix, on va permettre à certains de toucher un peu plus d'argent. Qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre s'il n'y a pas de ministre pour signer les décrets? Rien. C'est monsieur Bayrou à Pau qui va prendre les parapheurs et qui va tout signer. Les ministres démissionnaires, non? Ils sont limités dans leur action. Ils sont limités. Et une dernière chose quand même, il faut arrêter aussi de nous-mêmes être instrumentalisés par la machine politique ou présidentielle. On voit bien que derrière tout ça, il y a l'idée de gagner du temps. Il y a l'idée de jouer la montre. Et qu'on a un président de la République qui sait qu'en juillet prochain, il devrait retrouver un peu de facilité institutionnelle avec le retour de la dissolution. Et on voit très bien que ce président de la République, depuis le mois de juillet, il joue la montre, il joue la lenteur, il nous promet des choses sous 24 heures, ça arrive 24 jours après, et que nous, on continue à penser que véritablement il y aura un gouvernement à la place du petit Jésus dans la crèche. Non mais nous-mêmes, il faut qu'on arrête d'être trop naïfs par rapport à cette séquence institutionnelle. Nous avons un président qui ne veut pas prendre en compte les résultats des élections législatives et qui joue la montre plutôt jusqu'à retrouver le pouvoir de dissolution. Ah oui, ça veut dire quoi, ne refuser de prendre en compte le résultat des élections législatives? Ça veut dire de nommer un gouvernement qui correspondait aux résultats des élections législatives. Et certainement pas de nommer au gouvernement Michel Barnier, pardonnez-moi, mais qui n'avait rien à voir avec le résultat législatif, ou même monsieur Bayrou qui fait partie du camp présidentiel. Oui, mais en fait, on retombe toujours sur les 3 partis. Enfin, sur les 3. Donnez la chance à la démocratie. Donnez la chance à la démocratie. La démocratie, elle a eu sa chance puisque les Français ont pu s'exprimer et ils ont été incapables de sortir une majorité. Un mouvement est arrivé en tête, n'a pas gagné, mais est arrivé en tête. Pourquoi on lui donne pas sa chance? Parce qu'il a déclaré qu'il ne gouvernerait pas s'il n'avait pas de majorité absolue, donc il a fermé immédiatement la porte. Nommer une personnalité de gauche et puis voyez ce qui se passe. Ce mouvement, c'est le Rassemblement national. Pourquoi le président de la République ne fait pas cet essai, ne fait pas cette tentative qui correspond aux urnes? Ça va certainement être l'essai suivant après. Et pourquoi on aura perdu 6 mois? Il aura fait perdre 6 mois à la nation. 6 mois en plus qui sont des mois décisifs. Oui, mais cet essai ne va pas davantage fonctionner. Et ça, vous n'en savez rien. Laissez sa chance à la démocratie. Mais oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec ça. Non, vous n'êtes pas dans l'accord. Si, mais non, mais laissons la chance à la démocratie. Mais la démocratie a fait qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais essayons, puisqu'il y a un mouvement qui arrive en tête. Si on limite à un camp politique les affaires du pays, on sait que ça ne fonctionnera pas. Vous êtes d'accord avec moi que c'est encore plus absurde de laisser à monsieur Bayrou, à monsieur Barnier, qui sont ultra minoritaires, l'idée que peut-être il dégagerait une majorité. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il a été plutôt absurde, mais encore une fois, je n'aime pas me positionner à la place de celui qui donnerait des leçons d'exercice du pouvoir, alors que je l'ai pas exercé moi-même. Mais j'essaie d'avoir cette humilité. Ce que je ne comprends pas, c'est de chercher un homme. En l'occurrence, ça aurait pu être une femme, dans le désignant Premier ministre, sans savoir pour faire quoi et pour aller avec qui. Donc, j'aurais trouvé beaucoup plus simple d'ailleurs et beaucoup plus confortable pour le président de la République de demander au groupe parlementaire, dites-moi avec qui vous pouvez gouverner, avec qui vous pouvez faire une majorité, et dites-moi qui je nomme dans votre. Mais bon, c'est pas comme ça que les choses se sont faites. Parce qu'ils sont incapables de se parler. Il n'y a pas de culture parlementaire. Mais parce qu'il y a une irresponsabilité totale. Non, alors d'abord, c'est quand même un choix du président de la République de pas procéder de cette façon-là, quand même. Alors, je suis d'accord. Mais après, je ne dis plus rien. Il y a quand même une irresponsabilité
responsabilité des parlementaires qui sont dans un temps politique extrêmement fort, puisque pour la première fois, tous les pouvoirs sont au Parlement, mais ils préfèrent ne pas les prendre, ils préfèrent ne pas travailler. C'est sur quoi j'allais rebondir justement. Ouais. Écoutez, en qualité d'ancienne parlementaire, moi je comprends tout ce qui a été dit. Si on en revient au Premier ministre, c'est le rôle de sa vie. Il l'a attendu quasiment toute sa vie. On en avait parlé il y a des mois sur ce plateau. Il a quasiment fait un hold-up lui aussi pour avoir ce rôle. Et finalement, il semble qu'il n'y ait pas d'idée. Moi, c'est ce qui me frustre le plus. Le projet et le projet. C'est-à-dire qu'on a des dossiers qui sont chauds sur lesquels on peut essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, et on montre que les 577 députés et donc le reste de la classe politique sont dans l'incapacité de faire cet effort pour pouvoir fournir aux Français des réponses concrètes. Donc moi je suis très inquiète. Je suis très inquiète aussi de ce que j'entends en off, parce que je recroise un certain nombre de députés, de ministres, etc. Et j'ai l'impression que personne n'y croit, et j'ai envie de dire que quand on est en crise, il faut que tout le monde y croit et que tout le monde se pose les bonnes questions. Maintenant, il n'y a pas d'effort, personne ne souhaite consentir, et ce Premier ministre qui a été haut commissaire au plan, j'en avais parlé ici pendant des années, donc qui connaissait quand même les dossiers, ne semble ne rien avoir à proposer au LR et au PS. C'est vraiment dommage, et j'ai envie de vous dire, quelque part, on dit souvent qu'on a des syndicats qu'on mérite dans une boîte. Je dis ça parce que je viens de la filière RH. On a les politiques qu'on mérite, et c'est dommage pour tout le monde. On marque une pause et vous pourrez réagir, Mehdi, à ce qui vient d'être dit. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Alors, Mehdi Raï, je voulais réagir peut-être à ce que disait Fanta, et puis à la situation quand même. C'est ce que je disais en antenne. Pour moi, on a... En fait, l'erreur de Macron d'avoir fait la dissolution, c'est quelque chose qu'on peut tous lui attribuer, et tout le monde est d'accord là-dessus. Non. Du coup, ça m'intéresse. Lui n'est pas d'accord. Lui n'est pas d'accord. Mais sur les partis politiques, je trouve qu'eux aussi sont totalement irresponsables. Et le personnel politique l'est totalement. Ils sont incapables de s'entendre. Moi, quand vous disiez tout à l'heure que c'était alarmant ce qui se passait et que vous étiez inquiète, je suis désolé, moi, plus le temps avance, moins j'ai confiance dans le personnel politique. Alors qu'avant, je pouvais avoir peut-être une certaine naïveté à l'égard de certains. Aujourd'hui, je me dis non, en fait, c'est qu'une quête personnelle, c'est que de l'ego trip, c'est qu'un positionnement, une posture, c'est un énième tour de l'élection présidentielle qu'on voit jouer encore devant nos yeux. Donc je trouve que ça n'avance pas, il n'y a pas de culture du parlementarisme, personne n'est capable d'avoir des compromis. En fait, je trouve que tout marche à l'envers. Ouais. Et même la manière dont le président se positionne par rapport à ça, au lieu d'être le garant des institutions, lui aussi, il a participé à ce jeu-là. Donc, je trouve que, en fait, on est juste en train de tuer magnifiquement la Ve République. On est en train de voir tous ses défauts. Pour moi, c'est une crise institutionnelle énorme. On a un blocage institutionnel énorme. Ce blocage entraîne un blocage politique. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans l'incapacité parce qu'on n'a pas les bonnes personnes. Et je trouve que François Bayrou, il est typique de ça. C'est pas la bonne personne au bon moment. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il va réussir à composer un gouvernement? Ça semblait pas très bien parti. Et que se passe-t-il s'il ne compose pas son gouvernement? Je pense qu'il y a une grosse question. Bon, le PS a été très clair. Je trouve qu'on est un peu dans le flou du côté de LR entre les propos d'hier matin et de la fin de journée. Donc je pense que les conversations vont être tournées... Même si BLMI était un petit peu plus tranché ce matin. Voilà, tournées vers eux tout au long du week-end. Au sein du gouvernement actuel, il y a des personnalités qui souhaitent rester, coûte que coûte aussi. Et puis après, pour aller chercher des nouveaux, c'est très compliqué parce qu'à ces niveaux-là de responsabilité, vous rentrez, vous avez toute la haute autorité à la transparence, vous ressortez 3 mois après, vous avez encore ça, vous avez un contrôle de tous vos comptes, donc après il faut aussi trouver des personnalités qui souhaitent rentrer pour éventuellement ressortir fin février, j'ai envie de vous dire presque. Donc voilà, c'est pas une mince affaire, mais en tout cas, dans tout ce que moi j'ai entendu cette semaine, pour l'instant, il ne donne pas envie, et je pense que quand on fait de la politique, il faut avoir cette envie de la chose publique, il faut avoir cette envie envers les Français, cette exigence. Et moi, en tant que simple citoyenne là, aujourd'hui, je vous dis, ça ne me donne pas très envie.
Ouais, Et pour combien de temps aussi? Fanta parlait de flou. Moi, je trouve qu'il y a aussi un flou sur sa philosophie ou sur sa méthode. Il décide de rencontrer l'intégralité des groupes parlementaires, en commençant par le Rassemblement national. Je trouve ça juste républicain. C'est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Il rencontre l'intégralité des groupes. Il est dans sa posture, dans sa fonction, très bien. Ensuite, il prend des rendez-vous dans l'idée de constituer un gouvernement où là, il exclut le Rassemblement national et il exclut LFI. Donc c'est une position assez étonnante par rapport au début de la semaine où il reçoit le Rassemblement national. Et puis hier, sur France 2, il explique qu'il travaillera avec tous les groupes politiques, donc le Rassemblement national comme LFI. Enfin, sauf qu'il les a pas invités. Donc quelle est sa position? Elle change tous les jours. Oui, c'est ça. Donc quel est le rôle de chaque parti politique, de chaque mouvance dans son souhait de construire un gouvernement et d'aller travailler ensemble? On est dans le flou. Ouais. Oui, moi, je rebondis sur ce que vous disiez. Si c'est une crise certainement institutionnelle, peut-être une crise de régime. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la crise quasiment culturelle. C'est-à-dire que il faut voir que cette crise affecte le quotidien des Français. Il faut lire les études. Les entreprises. Les Français sont pas simplement inquiets. Ils sont un peu déprimés par le spectacle auquel ils assistent. Et déboussolés et se demandant si cet exercice démocratique a encore un sens, si effectivement ce personnel politique pense encore à eux plutôt que de penser à eux-mêmes. Et j'en viens, c'est pas une boutade, mais vous savez, les Grecs à Athènes, dans l'Antiquité, ils avaient mis en place le tirage au sort pour éviter que les hommes et les femmes politiques que les hommes politiques à l'époque n'en fassent leur métier. Moi, j'ai presque envie de dire, mais on tirerait au sort des citoyens pour composer un gouvernement, peut-être qu'on s'en tirerait mieux qu'avec ce personnel politique-là. C'est aussi la critique, ce qu'on appelle la critique aristotélicienne de la démocratie. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs un danger qui nous guette, c'est pour ça qu'on voit les populismes aussi bien à gauche qu'à droite monter. C'était pour Aristote, il disait que le principal problème de la démocratie, c'est que, eh bien, le pouvoir ne réside pas dans la foule. Le pouvoir, il réside dans celui qui séduit la foule. En latin, on dit seducere, mené par le bâton. Et donc aujourd'hui, ceux qui séduisent la foule, je pense à des populistes comme Jean-Luc Mélenchon, on peut aller aussi à droite avec Marine Le Pen, jouent très bien cette partition. Et ils l'ont très bien compris. Qu'aujourd'hui, il faut plus jouer sur les peurs des gens, jouer en fait finalement accélérer cette crise, quitte à faire péricliter tout le système. C'est préférable pour une ambition personnelle, pourquoi pas une 5e ou une 6e République ou une présidentielle. Donc c'est toujours ça qui se joue au fond. Donc je rebondissais sur la critique. Les populistes ont toujours raison puisqu'ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Oui. Forcément. Quelques mots sur ces 2 articles du Monde. C'est une série de 3 ou 4 articles signés par Raphaël Baquet, Ariane Chemin et Irène Trippenbach qui racontent l'Élysée de l'intérieur avec beaucoup d'informations, beaucoup de détails, des propos qui ont été attribués à Emmanuel Macron, démentis par l'Élysée, puisqu'il aurait dit, entre autres, que dans les hôpitaux, il y avait plus, le problème, c'était les mamadous. Donc, c'est ce qu'il aurait dit à Aurélien Rousseau. Donc, qui balance, dans quel but, pourquoi, sont des articles très à charge sur le président de la République. Celui d'avant-hier parlait de réunions de boys club le soir, le soir pour boire du whisky, et qui traitait le Matignon à l'époque de Gabriel Attal de cage aux folles. Moi, vous savez, cette séquence, cette ambiance me fait penser à celle de la fin du second septennat de François Mitterrand. C'est crépusculaire. C'est crépusculaire. Tout fuite de l'Élysée. On lit des choses qui semblent complètement hallucinantes. Ça donne un sentiment de tristesse, mais aussi de fin de règne. Et était comment la fin? Crépusculaire. Crépusculaire, un président enfermé dans son château avec quelques courtisans qui continuent à lui raconter que la réalité est belle et qu'il est le plus intelligent. Et un pays qui est complètement déconnecté d'avec son dirigeant. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance de fin de règne qui ressort de ces articles qui est terrifiante. Fanta, Perreté? Moi, je suis très affectée. Vraiment, vraiment. Et encore une fois... Vous pensez qu'il a changé, le président de la République, que c'est pas le même que celui que vous avez, pour lequel vous vous étiez engagé? Je sais pas, mais je suis extrêmement peinée parce que vous parlez de la cité avec un grand C, et moi je fais partie de ces gens qui se sont engagés en 2016-2017. Je suis une maman solo, j'avais rien à faire en politique en fait, et j'y suis allée parce que j'avais énormément d'espoir. Et toutes ces choses qui sortent finalement dans la presse, une fois, 2 fois, vous pouvez vous dire
il y en a qui craquent, etc. Mais c'est répétitif. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, ça me heurte au plus haut, et vous le voyez, j'ai même pas d'autres commentaires. J'étais porte-parole de mon groupe, donc j'étais en lien avec les communicants de l'Élysée. Évidemment, on est là en petit format et ce type de choses, en fait, ce n'est pas dit, mais en tout cas, si ça a été dit, et si c'est comme c'est révélé, c'est assez grave parce qu'encore une fois, moi, je fais partie des gens qui se disent que si on a un engagement politique ou associatif, en fait, la première chose, c'est d'aimer les gens, quels qu'ils soient, et notamment ceux qui ont le moins de chances dans notre si beau pays. Allez, un dernier mot. Je trouve qu'on devrait faire preuve de beaucoup de réserve sur les procès, sur les aurait dit. Voilà, Le Monde, c'est quand même en 2018 le journal qui a fait une avec des codes nazis pour présenter Emmanuel Macron. Les aurait dit, soyons très réservés sur les aurait dit et les procès sur les aurait dit. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. On se retrouve lundi. On sera là lundi en direct avec un gouvernement, on l'espère. Très bon week-end à tous.